Bonjour Rod, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du top 100 de l'ATP. Comment tu vas? Ben, ça va bien, c'est long tout ça, mais bon, voilà, on prend son mal en patience, hein, comme on peut. Tu parles pas du top 100 là, tu parles de la Non, je Covid. parle de la vie en général, voilà, qui est facile pour personne. Et dans le sport, bah, c'est compliqué quand même en France, on s'en aperçoit tous les jours. Mais bon, on fait avec, on s'adapte. On n'a pas le choix de toute façon. On a déjà fait 60 noms, Rod, sur les 100 Déjà? déjà. Donc il en reste 40. On va continuer à jouer, comme dans toutes les émissions à pyramide, en essayant de faire deviner un de nos 10 noms aujourd'hui dès que vous entendrez cette petite clochette. Quoi dire de plus que, bon, on va juste peut-être rappeler les 60 que nous avons cités, voilà la liste. Il y a eu beaucoup de grands chelems, il y a eu beaucoup de noms en commun, beaucoup de désaccords aussi, pas mal de joueurs que tu as mis et que moi j'ai pas mis. Mais là, évidemment, plus on va s'approcher du top 3, plus normalement on devrait se diriger vers la même direction. Maintenant, à quelle position Ah, c'est ça, c'est ça. mettrons-nous ces légendes du tennis? Parce que là, on va rentrer de plus en plus dans le Hall of Fame, de plus en plus dans des joueurs qui ont marqué l'histoire de ce sport. Et pour commencer, Rob, je vais garder la main puisque la semaine dernière, j'avais teasé un petit peu mon Hop, hop, 40e. hop, 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 hop. T'avais dit qui? J'avais dit Yannick Noah que j'avais mis en Ouais, ben 40e. écoute, t'avais teasé avant, mais moi, j'ai pris aussi Yannick Noah, donc en C'est pas 40e, vrai. donc c'est moi qui vais en parler en premier. Ok, Vas-y, si on tu veux t'écoute. bien. Ah, tu vas me laisser la main. Donc Vas-y. effectivement, moi aussi, ben, j'avais choisi de mettre Yannick Noah en 40e position. Si on s'en tient, hein, au palmarès pur, évidemment, il aurait été dans une place un peu plus éloignée. Mais moi, je l'ai mis là parce que bah, par rapport à ce qu'il représente pour le tennis français, c'est le dernier vainqueur de Grand Chelem masculin français, Roland Garros 83. Moi, ça m'a inspiré évidemment quand j'étais plus jeune et quand j'ai commencé à jouer au tennis. Je l'ai côtoyé ensuite un petit peu sur le circuit. Malheureusement, j'ai jamais eu la chance de le jouer. J'aurais bien aimé. Euh, je l'ai eu comme capitaine de Coupe Davis en 91. Je le connais bien, mais sans plus. On n'est pas de la même génération non plus. On a 10 ans d'écart. Donc voilà, mais ça représente beaucoup encore aujourd'hui dans le tennis français. Il a eu sa carrière de joueur, sa carrière de coach aussi, avec pas mal de réussites, hein, en tant que capitaine de Coupe Davis et de Fed Cup. Voilà, c'est Trois Coupes un, Davis, on le rappelle, en ouais, 91, 96 et 2017. voilà, il a eu une Fed Cup aussi, hein, et c'est un leader, un meneur d'hommes. Il a beaucoup fait pour le tennis français. Il œuvre encore, hein, aujourd'hui, même si ça a été plus par intermittence, puisqu'il alterne, hein, souvent entre la musique et le tennis. En tout cas, pour l'anecdote me concernant, moi, j'ai jamais eu vraiment trop d'idole ou j'étais pas vraiment fan spécialement d'un joueur, mais quand j'étais gamin, bah oui, j'ai joué avec sa raquette, j'avais ses tenues, c'était les seules choses auxquelles je m'identifiais chez un joueur de tennis. On voulait un peu tous ressembler à Yannick. Et puis après, quand je suis arrivé sur le circuit et lui était en fin de carrière, bah, c'était un peu le grand frère de tout le monde. Voilà. Je regrette vraiment de pas avoir pu l'affronter. Comme j'aurais aimé, par exemple, jouer un Mats Wilander. Voilà, j'ai pas eu la chance de le faire. Il y a quelques joueurs comme ça qui, à mes yeux, qui sont emblématiques. Et évidemment, il en fait partie. Alors, tu avais donné un peu l'impression finalement de presque t'excuser de l'avoir mis si haut, alors que peut-être que certains pourraient penser que d'autres joueurs auraient mérité d'être devant lui. Bon, malgré tout, ça reste quand même un beau palmarès. Il a remporté un grand chelem à Roland-Garros, numéro 1 mondial en double, donc il avait cette double casquette, joueur de simple, joueur de double, 23 titres en carrière. Tu l'avais dit aussi, dernier joueur titré avec une raquette en bois en grand chelem. Il fait aussi une demi-finale à Melbourne en 90. Bon, il est Hall of Fame. Euh, il a été top 10 très jeune, très vite. Il a été évidemment très talentueux et il est resté très fort. C'est quand même un joueur un peu à part. Je pense que son charisme aussi fait que on l'a tous les deux mis dans le top 40 parce que voilà,
il a marqué l'histoire, pas seulement par son tennis, mais par sa personnalité, par son style de jeu, par ce qu'il dégageait, je trouve, sur le court. C'était un joueur athlétique, spectaculaire. C'était pour moi une personnalité un peu hors norme sur le circuit, même si à l'époque, il y Ouais, avait mais beaucoup de personnalités. comme beaucoup de joueurs de cette époque, en fait. On en a déjà parlé, cette fin des années 70, début des années 80, il y avait toute une panoplie de joueurs différents avec des personnalités différentes. Ça manque un peu aujourd'hui quand même. Euh, mais c'est vrai que Yannick, ça a aussi été, comme aujourd'hui un Gaël Monfils, capable de perdre des points pour le show. Quand il avait quasiment arrêté. Et d'ailleurs, en 91, quand il est capitaine de Coupe Davis, il y a cette rencontre contre l'Australie à Nîmes. Et puis, lui, il est wildcard à Hambourg, donc dans un Masters 1000. Et Fromberg, qui était le numéro 1 australien, avait gagné ses 2-5 contre la France. Et comme par hasard, premier tour à Hambourg, Fromberg, Noah. Et Yannick gagne. Et derrière, fait un show incroyable face à Magnus Larsson, qui devait être aux alentours de la 10e place mondiale, qui va battre d'ailleurs. Hein. Il va quand même faire quart à Hambourg dans un Masters 1000 alors qu'il est quand même, il a quasiment arrêté. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as déjà vu cette rencontre, mais ou si tu as vu les highlights de ce match face à Larsson à Hambourg. J'invite vraiment tout le monde à aller regarder ça. Hein. C'était extraordinaire. Il y C'est a un eu show à l'américaine. un show assez incroyable. On verrait pas. C'est impossible de voir ça aujourd'hui. Voilà, Si, dans le tournoi des légendes avec Monzo Barami, quoi. Oui, mais là, Là, on parle de Masters 1000. Sauf que là, c'était un vrai match. C'était complètement irréel. Et puis, alors moi, comme je te l'ai dit, je n'ai jamais eu la chance de le jouer. Il m'est arrivé de m'entraîner avec lui. Et c'est vrai qu'une chose que j'avais retenue, c'était l'intensité qu'il mettait dans ses entraînements. Voilà, se donner, s'engager physiquement. Et ça, c'est une des valeurs que j'essaye aujourd'hui de transmettre aux gars que j'entraîne. Voilà, quand on est sur le terrain, il faut se donner. Et lui, il avait vraiment ça. Donc, oui, il représente, dans le tennis français, il représente énormément pour ses résultats, certes, mais pour tout ce qui a été également autour. Tout à fait. Voilà. Donc, en tout cas, on l'a mis tous les deux 40e. Et d'ailleurs, je trouve qu'on a eu beaucoup de Français aux mêmes places de mémoire. Là, comme ça, il n'y a pas eu du Lecomte et du Clément aussi qu'on a mis aux mêmes places. Bon, c'est marrant. C'est le 40e. Maintenant, on passe au 39 et c'est moi qui vais prendre la main, Rod, parce que tu avais laissé sous-entendre que c'était une honte de mettre Juan Carlos Ferrero devant Moya et Bruguera. Et ben, c'est le moment pour moi de me justifier. C'est le procès du jour. Alors, pourquoi j'ai mis El Mosquito 39e? T'es condamné d'avance. Hein. Ah, bon, on va voir. Il a été premier mondial, lui aussi, comme Moya, mais pas comme Bruguera, 8 semaines. Il gagne Roland-Garros. Certes contre Verkerk en finale, mais avant cela, il avait battu Costa, Gonzalez, Mantilla. Non, c'est surtout aussi un immense parcours avant de gagner ce titre en 2003 pour l'Espagnol, puisqu'à Roland-Garros, il fait déjà une première demi en 2000 où il perd contre Kuerten en 5-7. Il refait une demi en 2001 où il repère encore contre Kuerten. Il fait une finale en 2002 où il perd contre Costa. Donc ça fait quand même demi, finale, puis titre. Donc c'est quand même 4 années où il a totalement dominé le tournoi de Roland-Garros, juste avant l'arrivée de Rafa Nadal qui à partir de 2005 trustera tous les titres. Mais c'était aussi un joueur capable de briller sur dur, beaucoup plus que Bruguera et même un peu plus que Moya. Il fait une finale à l'US Open, Ferrero, en battant Agassi. Que Bruguera, je veux bien, que Moya, il bat quand même Agassi, qui était numéro 1 mondial à l'époque. Il bat aussi Hewitt lors de cette finale à l'US Open. Il fait aussi une demi à Melbourne, donc on peut dire carrément bon sur dur. 2 quarts à Wim, en perdant contre Murray et Federer, bon, voilà, qui à l'époque était difficile à battre sur cette surface. Il remporte 3 Coupes Davis. Bon, voilà, il fait cette finale au Masters en 2002. Et d'ailleurs, il dira que c'est la plus grande déception de sa carrière, cette défaite contre Hewitt en 5-7 en 2002. Voilà, je pense qu'il aurait aimé remporter ce Masters, mais il fait quand même une finale. Quoi dire de plus, sinon qu'il remporte aussi Rome, cette fois-ci en battant Kuerten. Bon, je pense qu'il aurait bien échangé aussi cette victoire en finale de Rome contre Kuerten pour aller grappiller peut-être un titre à Roland-Garros et en tout cas au moins une finale à chaque fois qu'il avait perdu contre Kuerten. Voilà, sinon il y a quoi? Il y a aussi ce titre à Madrid qui se jouait en indoor à l'époque. On était en 2003 en battant Federer. Bon, et puis deux autres finales en Masters 1000. Moi, je trouve que pour un joueur qui a été beaucoup blessé en plus, un joueur assez fragile sur le plan physique, j'ai trouvé que dans l'ensemble,
il avait été un joueur plus complet et en tout cas plus performant que Moya et Bruguera. Voilà, c'est mon choix. Aujourd'hui, c'est le coach d'Alcaraz et je pense aussi que c'est un joueur qui est tout à fait capable Tu d'être. connais Alcaraz, toi. Tu connais Alcaraz, c'est bien ça. Je crois que c'est le premier 2003 à être en Grand Chelem, hein, puisqu'il s'est qualifié il y a quelques jours. Là, il s'est qualifié pour Tout l'Australian à Open. fait. Voilà, ça pourrait être un joueur dont on va vraiment parler sur cette saison. Qui devrait, hein, normalement, s'il n'est pas blessé, il va intégrer le top 100 assez rapidement. Et bon, il est quand même né en 2003, ce qui est pas mal, quoi. Ne change pas de sujet, mon Rod. Que penses-tu Alors, bon, de- écoute, j'ai ton analyse. Et ce qui est incroyable, c'est que Ferrero, je l'ai mis aussi en place 39. C'est- Tu vois. C'est un truc de dingue, hein. Mais sauf que moi, je n'ai pas encore parlé de Toi, Moya. t'as pas encore mis moyen et Voilà. Bruguera. Ok. Mais, voilà. Mais j'ai mis Ferrero 39. Voilà. Bon, ça marche. Ferrero, que te Qu'est-ce que tu dire veux rajouter sur l'espagnol? Que te dire moi, c'est vrai que je l'ai joué, Ferrero, hein, quand il était tout jeune. Je l'ai joué. Il devait être 125e mondial. Et c'est vrai que je m'étais dit, ah, celui-là, il joue pas mal quand même. Et là, il ne devrait pas s'arrêter là. Sur terre battue, il était déjà plus que pas mauvais. De là à être numéro 1 mondial, évidemment, je n'avais pas forcément anticipé ça. Moi, j'avoue que c'est pour moi des palmarès quand même assez proches, mais c'est le jeu du gars qui me fait D'accord, il moins te faisait rêver. moins Voilà. vibrer. Ok. Voilà. C'est pour ça que j'ai mis. En fait, si tu veux bien, je vais te dire tout de suite mon 38 et c'est Moya que j'ai mis en 38. Très bien. Parce que je préfère le jeu de Moya. J'aimais certaines phases de jeu, voilà, les décalages qu'il pouvait faire, le service, tout ça, sa façon de jouer. J'ai préféré un Moya. Je trouve aussi que voilà, Moya, c'est quand même 24 titres pour 20, C'est 26 pour 20 24 titres, finales, 20 ouais. titres pour 24 finales Un peu plus, aussi. oui, en effet. Donc voilà, qui lui aussi a joué, était capable de jouer sur dur cette finale en Australie. Tout à fait. Il avait Voilà, gagné c'est le style Cincinnati du aussi. gars aussi. Voilà, le fait aujourd'hui qu'il soit le coach aussi de Nadal, la transition qu'il a pu faire avec réussite après son oncle, voilà, tout ça a fait que bien qu'il soit pour moi quand même malgré tout très très proche, voilà, j'avais plus un petit faible pour Moya que pour Ferrero. Très bien. Bon, j'accepte ton réquisitoire. Mais j'accepte le tien aussi, voilà. Bon, on Je n'est quand trouve même pas que très très loin. voilà. Moya, j'avais mis 41, tu le mets 38. Bon, ça va, ça va. C'est peut-être sur Bruguera où tu seras, ou peut-être c'était un petit coup de cœur pour toi et que j'ai mis un peu plus haut. D'ailleurs, quand je l'ai mis la semaine dernière à 42, tu as fait oh non, tu n'as pas pu le mettre 42. On verra aujourd'hui. Si tu le cites aujourd'hui, ça se trouve, tu l'as même mis dans ton top 30. On Mais verra c'est bien. parce que je suis sensible, c'est ça. T'es plus dur, tu vois, t'as pas cette sensibilité. Bon, on en est où là? Tu m'as perdu. C'est à moi de donner mon 38e du coup. C'est à moi de donner mon 38e. Qui j'ai mis en face de ton Moya? J'ai mis un joueur que tu as cité la semaine dernière, c'est Vitas Gerulaitis, la crinière blonde, le joueur bondissant. Gros palmarès quand même pour l'Américain, malgré une pratique et une utilisation de la drogue assez courante durant sa vie. Il aura quand même eu un palmarès incroyable. Alors, né de parents lituaniens, né à Brooklyn de parents lituaniens, ce joueur, c'est vrai, a été l'un des plus flamboyants, les plus géniaux du circuit, un vrai playboy, totalement dans la démesure, sur et en dehors du court d'ailleurs. Un hédoniste, hein, pratiquant de la guitare, fan de rock. Voilà, pour parler tennis, troisième mondial quand même, un titre à Melbourne en 77. Alors, il était tête de série numéro 1 du tournoi. Il y avait à l'époque, lors de cette année-là, peu de très grands joueurs, peu de joueurs du top 20. Malgré tout, voilà, il a répondu présent. Il a défendu sa place de tête de série numéro 1. Il a remporté le tournoi. C'était un joueur complet, très bon sur terre aussi. Il fait cette finale à Bien Roland-Garros sûr, en bien 80. sûr. Et puis très bon à Wimbledon aussi. En fait, c'était un joueur totalement complet. Il y avait ces deux demi-finales à Wimbledon, où notamment il a failli battre Borg en 5-7. Bon, voilà, 26 titres, 30 finales. Bon, un très grand joueur, évidemment, que toi, tu avais mis un peu plus haut. Je vais regarder ça, mais pas beaucoup plus loin non plus. 41, non, je l'ai mis. Gerulaitis, tu l'as mis 41, oui, donc on est quand même très, très proche. Ouais, c'était un joueur élégant et c'était un attaquant. C'était une époque où les attaquants arrivaient aussi à être régulièrement dans les finales des tournois sur terre. Et Gerulaitis,
tu vois, il a été bloqué par Borg, par Connors, par McEnroe, par Lendl, un peu comme ceux qui ont été bloqués voilà, sur les dernières années par les Nadal, Federer et Djokovic. Ben, c'était un peu la même chose à cette époque-là. Giruletis aussi, voilà, c'était tout ce qui entourait le personnage. On a eu le sentiment que c'était un peu le leader, celui qui organisait l'extra-tennis. Voilà. Bon, en tout cas, c'était un joueur génial, parti évidemment trop tôt, à seulement 40 ans. Je te laisse la main, Rod, pour ton 37e. Et ben mon 37e, c'est Sergi Bruguera. D'accord. Voilà. Pourquoi je l'ai mis là? Parce que, alors c'est vrai que je suis un peu influencé parce que c'est un joueur qui est à peu près de ma génération, que j'ai joué plusieurs fois, que j'ai vu arriver sur le circuit, mais qui a influencé le tennis espagnol et notamment la façon de jouer sur terre battue avec ce lift et cette façon de frapper la balle avec du lift. Et puis, il a dominé la terre battue. Voilà, pendant un moment, être capable voilà, d'avoir gagné 2 fois de suite Roland Garros, c'était presque. On n'avait pas vu ça. Il n'y avait que Borg qui faisait ça. Non, mais c'est vrai. Et voilà, lui, sur terre, il dominait vraiment beaucoup. Donc, c'est aussi pour ça que je l'ai mis là. Parce que voilà, c'est ce qu'on a. Quand on parle sur le circuit, on parle de la giclette des Espagnols. Ok, ben voilà, c'était vraiment le premier qui avait ça. Il envoyait des coups droits liftés qui rebondissaient, ça semble assez banal aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de gars qui le font et pas que des Espagnols, mais c'était à l'époque assez quand même stéréotypé. On essayait un peu tous, même nous en étant joueurs, on essayait un peu d'imiter, de trouver ce même coup droit, de mettre cette violence et cet effet dans la balle. Ouais, je me rappelle, tu vois, pour l'anecdote, on était à Barcelone. D'ailleurs, j'allais perdre, je crois que cette année, je perds en quart d'ailleurs contre Bruguera, ouais, en quart ou en huitième. Et je me rappelle avant d'arriver, on dit quand même ce lift. Hein, et donc on était plusieurs, on avait mis du plomb sur sur notre raquette en tête pour avoir une raquette vraiment en tête pour mettre beaucoup de lift. Bon, et puis ça a marché ou pas, non? Non, ça marchait pas. C'était bien tenté en même temps. En tout cas, Bruguera, que tu as mis en 37e. Moi, mon 37e, c'est aussi un Espagnol. C'est aussi un pionnier que toi, tu avais mis un peu plus haut à la 44e place, Emmanuel Orantes. Alors, on ne va pas en reparler longuement puisqu'on avait déjà longuement parlé de lui la semaine dernière. Mais voilà, c'est un pionnier, mais de 2 décennies d'avant. C'est plutôt un joueur des années 70. Un Espagnol présent au Hall of Fame depuis des années, 33 titres, 38 finales. Mais bon, pas que sur terre, puisqu'il a également cette finale à l'US Open en 75. Il a failli remporter Roland Garros en 74 en menant 2-0 contre Borg, et puis finalement, il a perdu. Voilà, à part ce titre. Oui, à la surprise générale quand même, hein, parce que c'était le Borg qui arrivait, oui. Voilà, on trouvait que Borg était très bon déjà, mais on s'était dit quand même, Orantes, voilà, il est favori, ça va le faire, quoi. Finalement, son grand titre, ce sera l'US Open et ce ne sera pas Roland Garros. Il aura fait aussi une demi-finale à Wimbledon en 72. Voilà, il a remporté plusieurs équivalents de Masters 1000, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, Rome, Hambourg. Il avait gagné au Canada. Il a gagné aussi le Masters. Voilà, bon, c'est un joueur qui évidemment a marqué les années 70, numéro 2 mondial à son meilleur niveau. Voilà, j'ai mis moi Manuel Orantes en 37e position, peut-être un peu trop haut, mais je trouvais que voilà, il avait aussi marqué une période du tennis espagnol et peut-être que c'est finalement grâce à lui qu'on a eu ensuite les Bruguera, les Moya, les Ferrero et toute la clique ensuite des années 2000. Ben ouais, c'est sûr, c'était un précurseur. Voilà, il y en a eu d'autres, mais bon, voilà. C'est vrai, quand on regarde quand même depuis 40, 50 ans, les Espagnols, ils ont quand même toujours eu des joueurs. Même si en ce moment, peut-être, il y a eu un petit trou là de générationnel. Mais bon, peut-être que ça va être Alcaraz dont on vient de parler qui va reprendre le aller flambeau. vraiment très très haut, pourquoi pas. En tout cas, ce sera un joueur sympa à regarder cette année et à suivre. Voilà. Quel est ton prochain joueur? T'es à 36 là? Et ouais, exact. Ah oui. Ah Allez.
Alors, À quelle bon, sauce il tu va vas me falloir. manger? Bah écoute, je vais te dire le premier mot, je vais te dire Ace. Rafter? Euh, Il y a beaucoup de joueurs qui ont mis des aces quand même. Wimbledon. Ivanisevic? Yes. Voilà. Et c'est ton 36e? Ouais. Eh ben, c'est mon 36e aussi. C'est énorme. Et j'ai Mais même là, pas. aujourd'hui, on en a 3 pareils déjà. Et C'est j'ai pas. incroyable. Ouais, mais là, je pense que va commencer un peu à arriver. Et j'ai même pas pensé à lui quand tu as dit Ace en plus. Bref, Ah, passons. On et va le voir. troisième mot, je t'aurais dit sifflet. Tu vois, si tu Si- avais. ouais. Bon, là, effectivement, j'aurais Voilà. trouvé. Je te laisse la main puisque c'est toi qui a parlé en premier. Non, mais c'est un joueur que moi j'ai découvert, je crois, en 87. Voilà, on est allé jouer les phases finales, les phases qualificatives de la Coupe de Galéa, qui était l'ex-Yougoslavie. Hein, on était en Yougoslavie à l'époque. Et le numéro 2 de l'équipe, bah, c'était un joueur qui était plus jeune que nous. Hein, et qui s'appelait Ivanisevic. Voilà, c'est là que je l'ai découvert. Je crois même avoir joué en double contre lui au moment de cette rencontre. Et c'est vrai que bah, il était tout fluet, tout gringalet, mais on s'était dit, putain, celui-là, il est tout mec, mais enfin, il envoie bien quand même. Et voilà, c'est une belle carrière, hein, un titre à Wimbledon. Presque surprenant, hein, ce titre d'ailleurs à Wimbledon, parce qu'il a eu l'occasion de gagner Wimbledon avant. Et je rappelle que lorsqu'il gagne Wimbledon, il est quand même Il wildcard. est Hein. wildcard, oui. Il est wildcard, C'est et ça qui est donc incroyable. et il va au bout. C'était de cette période-là le meilleur serveur, quoi. Voilà, gaucher. Et quand je disais le mot sifflet, pourquoi je disais ça? Parce que c'est le seul joueur que j'ai vu, et c'était à Bercy en finale contre Andrei Medvedev, qui, en gagnant, bah, Lorsqu'il se remporte faisait le. siffler. Ouais. Ouais, il remporte Paris-Bercy, il se fait siffler par les gens parce qu'il fait trop d'ace. Avec une technique qui était assez particulière. Il est gaucher. Ouais, gaucher. Donc, on sait que les grands serveurs gauchers, ça, c'est pas non plus, ça court pas les rues et ça gênait beaucoup ses adversaires à l'époque. Hein. D'ailleurs, il doit être encore dans le top 5 au niveau des aces. Il est quatrième Voilà, meilleur serveur de l'histoire. Ouais, en de effet. l'histoire. Voilà, c'était un super serveur qui jouait, voilà, qui jouait évidemment un peu mieux quand même sur rapide que sur terre, même si quand même, voilà, il a quand même réussi à sortir des bons matchs. Mais Alors, c'est sur gazon, ouais. sur gazon qu'il a le plus excellé. Et c'est là où le regret peut-être qu'il a eu en 92 quand il joue la finale contre Agassi à Wimbledon, dans des conditions de gazon qui étaient les conditions anciennes, avec un rebond bas très fusant. Et la performance d'Agassi avait été énorme, hein, parce que Agassi, c'était le premier joueur qui jouait que du fond. Il ne montait pas au filet. Et qui avait réussi à gagner Wimbledon comme ça. Il avait pris, je crois, 45 aces pendant la finale. Il n'avait pas bronché. Puis il avait réussi à se glisser, hein, dans la 5e manche, à finalement à prendre les commandes. Et ça avait été beaucoup de déception, hein, pour Ivanisevic. Après, il y a eu aussi, ce qui m'a marqué chez lui, c'est cette émotion au moment de gagner Wimbledon. Contre Rafter, là encore, hein, dans un match assez incroyable. 5-7, il sert pour le match. 9-7 dans le 5e, voilà, il fait des doubles fautes, il n'arrive pas à gagner, l'autre fait un lob incroyable. C'est pas à ce moment où du coup il se met par terre, il embrasse la balle, il dit s'il te plaît, vas-y, fais-moi gagner. Voilà. Il était dans l'émotion. l'émotion. Il y a eu vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'émotions. La poignée de main après avec Rafter est assez incroyable. Franchement, elle est incroyable. Et bon, on en reparlera de Rafter, voilà, qui est un super gars. Mais voilà, c'est le service, voilà, qui m'a vraiment frappé, moi, chez Ivanisevic. C'était vraiment ouais, on en a vu des gars qui servaient bien et tout ça, mais lui, il est arrivé et bon, il faisait des matchs entiers, ce qui est beaucoup plus, en fait, finalement fréquent aujourd'hui. Hein. Il faisait par moments des moyennes de jeu au service, de durée de jeu, 1 minute 15, quoi. On n'avait pas trop vu ça jusqu'à présent. Goran Ivanisevic, qui toute sa vie rêvera de gagner Wimbledon, sauf que pas de chance, il perdra 3 fois en finale contre Sampras, 2 fois et contre Agassi. Il perdra aussi 2 fois en demi-finale contre Sampras qui le battra donc 4 fois dans le dernier carré du tournoi de Wimbledon. Alors on peut dire effectivement, tu disais tout à l'heure qu'Ivanisevic,
il y a eu des joueurs dans l'histoire qui ont marqué l'histoire, qui ont été marqués par un tournoi. Voilà, bon, on peut dire qu'Ivanisevic fait partie de ces joueurs-là. Ivanisevic, c'est Wimbledon. Voilà, c'est vrai que dans les autres grands chelems, il a peu brillé. Malgré tout, sur terre, il a quand même eu quelques performances avec cette médaille de bronze au JO à Barcelone en 92. Il est aussi capable de battre Becker en 90 à Roland-Garros, un match incroyable. Il n'était pas du tout favori, le Croate. Becker qui était numéro 3 mondial à l'époque. Donc voilà, C'était les débuts, il arrivait, Ivanisevic. il arrivait et donc il s'est offert quand même une tête d'affiche sur terre battue. Voilà, il a eu quelques performances sur terre. Il était évidemment pas assez régulier pour en faire une de ses surfaces préférées en carrière. Mais voilà, pour rappeler donc ce tournoi en 2001, lorsqu'il est wildcard et qu'il remporte le tournoi, avant de jouer Rafter en finale. Je ne sais pas si d'ailleurs un joueur titré en Grand Chelem aura eu un parcours aussi difficile. Voilà, je vais te donner les noms. Tim Henman, on ne peut pas dire que ce n'était pas un spécialiste du gazon à l'époque. Marat Safin, Rudzeski et Roddick. Voilà. Donc c'est quand même un parcours, voilà, c'est quand même un parcours incroyable. Ce titre-là, il l'aura mérité. Non, c'est pas galvaudé comme titre, il n'est pas galvaudé. galvaudé. Même si, encore une fois, il était wildcard et je crois qu'il était, il devait être au-delà de la 100e place quand il joue le tournoi. Bon, c'était voilà, sur gazon, il était quand même assez incroyable. Mais bon, c'est cette qualité aussi cette qualité de service, encore une fois, qui était vraiment prépondérante parce que aussi la surface de l'époque demandait ça et le favorisait quand même. Tout à fait. À son meilleur classement numéro 2 mondial, aujourd'hui coach de Novak Djokovic, le Croate, qui sera en juillet prochain intégré au Hall of Fame. Voilà, ça devait être fait en 2020, ça a été retardé d'1 an en raison de la pandémie. Bon, bah voilà, on a été complet sur Goran, voilà, un joueur expressif, sensible, entier, hein, je crois que c'est comme ça qu'on peut le définir. Un joueur assez attachant aussi. Alors, je ne sais pas s'il avait beaucoup d'ennemis sur le circuit, ou beaucoup d'amis, mais en tout cas, c'était quelqu'un. Non, mais c'était un mec assez entier, voilà, quand il jouait, donc, et qui était aussi plutôt nerveux, qui a quand même Qui avait du mal à gérer ses émotions. Ouais, qui a quand même bradé un certain nombre de matchs, quoi. Qu'il aurait pu gagner. Ouais. Un peu. Bon, si tu arrivais, le but, c'était quand même d'arriver à le faire dégoupiller. À le faire disjoncter, ouais. Voilà. Par contre, quand il dégoupillait pas et qu'il n'avait pas envie de perdre, c'était compliqué. Et qu'il était un peu dedans, bon, bah, il faisait partie des très, très pénibles. Je vais garder la main sur. Non, je te la donne la main sur ton 35e. On va voir si on a le même. Alors, mon 35e, écoute, c'est un Allemand. Oh non, arrête. Me dis pas que c'est Michael Stitch. Bah, si. tu m'as piraté mon ordi, c'est incroyable. Ouais. Bon, bah écoute, on va voir. Pour l'instant, là, on a beaucoup en commun là. Bah écoute, on va y aller ensemble. Alors vas-y, je t'écoute. Écoute, Stich, joueur de mon année, que j'ai joué plein de fois, que je connais bien. C'était un joueur ultra élégant, qui est assez méconnu quand même par rapport à sa carrière, je trouve. C'est vrai. Parce qu'il est arrivé. C'est pas un nom qui vient comme ça tout de suite. Non, parce qu'il a été. Au début, les gens ne l'aimaient pas parce qu'il a été celui qui a fait tomber Becker. Il a battu Becker en finale de Wimbledon. Un peu comme Nadal quand il est arrivé. Nadal, au début, il faut se rappeler quand même que les gens ne l'appréciaient pas trop. Pourquoi ? Pas trop, parce que c'était le gars qui battait Federer. Et ça, c'était pas bon. Hein. Il touchait à l'icône. Stich a été un peu pareil. La bonne image chez Becker qu'il avait, et lui avait l'image du vilain petit canard, alors que dans la vie, il n'est pas du tout comme ça. C'est un gars qui est hyper sympa, hyper droit. Ils jouaient tous les deux ensemble en double. Alors, je ne sais pas s'ils s'appréciaient ou si c'était politique ou pas, mais... Ils ont joué, d'ailleurs, ils ont gagné la médaille d'or à Barcelone en double, tout à fait, en 92. Alors qu'ils ne se parlaient quasiment pas. Hein. D'accord, okay. Mais c'est aussi dû, c'est vrai qu'à l'époque, encore une fois, Becker était la star des stars, et encore plus en Allemagne, et la presse les avait énormément opposés. Mais encore une fois, on les avait opposés parce que Stich, il était venu titiller l'enfant du pays. Aussi, hein, il ne fallait pas battre Becker. Et voilà. Après, Stich, c'est un gars qui avait c'était un attaquant. Super beau jeu. Hein. Très complet, super beau jeu. J'ai été surpris parce que moi, c'est vrai que je t'avoue, parce que moi, il a joué dans les années 90, à un moment où je commençais à m'intéresser au tennis, au début des années 90. C'est vrai que c'est un joueur que je n'aimais pas trop. Je n'aimais pas trop Stich. Voilà, et en regardant de plus près son palmarès, sa carrière, ses performances,
bah, en fait, c'était un joueur mais méga complet. Il était bon sur toutes les surfaces. D'ailleurs, c'est l'un des rares joueurs à avoir gagné durant la même saison un tournoi sur les 4 surfaces, qui était à l'époque moquette, dur, gazon et terre battue. Donc vraiment un joueur complet qui remporte Wimbledon en 91 en battant Becker qui était numéro 2, en battant Edberg qui était numéro 1 et en battant Jim Courier qui était numéro 4. Donc lui aussi, on peut dire qu'il n'a pas galvaudé son titre Ah à ouais, ouais. Wimbledon. Voilà, il fait une finale à l'US Open en 94. Il fait une finale à Roland Garros en 96 en battant Muster, qui était évidemment une icône et l'un des plus grands joueurs de l'histoire sur terre battue à l'époque, en perdant en finale contre Kafelnikov. Muster, Kafelnikov, des joueurs dont on reparlera, bien sûr. Il va gagner le Masters aussi. Il gagnera le Masters, tout à fait. Donc, voilà, c'est vrai que c'était un joueur. La Coupe Davis aussi, il gagnera une Coupe Davis à son palmarès. Voilà, voilà, il a gagné 2 Masters 1000 aussi. Et il gagne un tournoi qui était important pour lui, très important. C'est Hambourg. Qui gagne et l'émotion qu'il a à la remise des prix. On est en 93, ouais. Et elle est incroyable, cette émotion, parce qu'il est à Hambourg, il est chez lui, et ça représentait quelque chose d'énorme d'aller gagner ce tournoi-là, en plus sur terre battue. Voilà. Moi, c'est un gars que je trouve qui est bien trop méconnu par rapport à son palmarès, par rapport à ses résultats, et par rapport aussi à la personnalité du gars. Tu vois, ça a été. Tu vois, si je devais peut-être le comparer avec un autre sport, avec le vélo, c'était un peu Hinault et Fignon. Tu vois, pour moi, j'aime le vélo, mais je ne suis pas un spécialiste. Mais j'ai eu l'occasion de rencontrer Laurent Fignon. Bah, c'était un peu il était un peu le plus vilain petit canard. Le subalterne, ouais. Voilà, celui qui était venu embêter la star du vélo, qui était Bernard Hinault. Et pourtant, voilà, moi, Laurent Fignon, c'était un super gars. Bah, Stich, pour moi, c'est un peu pareil. C'est un gars à qui on a collé une image négative, alors que c'est un gars qui est top. Bon, en tout cas, on l'a mis tous les deux 35e. Voilà, donc je pense qu'après, est-ce qu'il est à sa place ou pas, j'en sais rien. On n'est pas juge. C'est toujours avec subjectivité, évidemment, qu'on classe nos joueurs. Voilà, numéro 2 mondial, malgré tout, à son meilleur classement. 18 titres, 13 finales. Bon, voilà. Moi, ce qui m'a marqué quand même, c'est cette capacité à être bon sur toutes les surfaces. Un joueur très solide, très sérieux, difficile à battre. Voilà. Bon, en tout cas, une des meilleures deuxième balles de l'histoire pour moi. Voilà. Ah oui, à ce point-là. Ouais, il avait une super deuxième balle. Voilà. Et puis une technique très simple, vraiment ce qu'on appelait un très beau tennis. Revers à une main, attaquant en permanence, mais qui, avec ce jeu-là, a quand même réussi à s'adapter à toutes les surfaces. En tout cas, ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui sont nés dans les années 90, dans les années 2000, n'hésitez pas évidemment à aller sur YouTube et à regarder des matchs de Michael Stich, parce qu'il y en a évidemment. C'était le début des highlights et des matchs médiatisés, télévisés. Voilà, les années 90, il y a de quoi regarder, notamment cette victoire contre Muster à Roland Garros ou même contre Ivanisevic à Stockholm en 93, Stockholm qui était un grand tournoi à l'époque. Voilà. Ou sinon, s'il y a des images de Wimbledon en 91, allez-y. Allez voir l'allemand. On avance. Alors maintenant, à chaque fois que je veux dire, hein, cette fois, c'est moi qui vais donner le nom. Est-ce qu'on a le même? Alors, mon 34e, mon Rod, il est argentin. J'ai eu beaucoup de mal à le placer. C'est un peu comme Nalbandian. Non, arrête. Ouais. Souris pas. Non, tu l'as pas mis là. Non, mais je sais à qui tu penses. Et franchement, tu verras que celui que j'ai mis, j'ai vraiment beaucoup hésité. Un peu comme Nalbandian, je pense que je ne suis pas très objectif. Nalbandian que j'avais mis 43e. Là, c'est Del Potro que j'ai mis 34e. L'Argentin qui, évidemment, comme beaucoup de joueurs qu'on a déjà cités, n'a pas eu le palmarès qu'il aurait dû avoir. Pour le coup, c'est bien un joueur qui a été perturbé et gêné par les blessures. C'est lui. Non, mais c'est plus que ça, Greg. C'est gâché. C'est plus que gêné par les blessures. C'est de multiples opérations. Voilà, moi, je reste persuadé que Del Potro, s'il avait fait une carrière entre guillemets normale, il aurait énormément perturbé la hiérarchie. C'est possible. En tout cas, quand il a été à 100%, il l'a perturbé, puisqu'il a été 3e mondial à son meilleur classement en 2018 d'ailleurs, hein, assez sur le tard, une année où il fera une finale à l'US, où il remportera aussi Indian Wells en battant Federer en finale. Voilà, donc c'est en 2018 qu'il a eu son meilleur classement, mais avant ça,
il remporte l'US Open en 2009 en battant, excusez du peu, Roger Federer en finale. Et sais-tu qui et combien de joueurs ont battu Federer en finale de Grand Chelem en tant que numéro 1? Federer en tant que numéro 1 mondial en finale de Grand Chelem, il n'y a que Nadal qui l'a battu, tout simplement. Nadal et Del Potro. Voilà. Et puis, il aura battu aussi Nadal dans cette édition 2009 de l'US Open. Nadal, Cilic, Ferrero. Et quel est le seul joueur à avoir battu Nadal et Federer en Grand Chelem? Eh ben, c'est Djokovic. Voilà. Donc, c'est vrai que quand tu dis Ouais. qu'il était légal de ce Big Three, oui, il a été Non, légal. Après, en pas 2009, légal. En il tout l'est. cas, En 2009, il l'est pas encore, mais s'il avait, je pense vraiment, hein, s'il avait pu avoir une carrière normale, parce qu'il n'a pas eu une carrière normale. Il non, faut non. voir qu'avec des multiples opérations comme ça, il n'a jamais pu travailler pour progresser. En gros, il a toujours travaillé pour Pour rattraper le temps revenir, pour perdu. revenir. Et ça, c'est pas pareil. Voilà, et on le voit encore aujourd'hui. Il essaye encore de revenir. Alors jusqu'à quel niveau, on ne sait pas. Mais c'est une grosse différence. Les autres, ils ont pu, même s'ils ont eu, pour Des certains, quand même blessures, oui. quelques blessures, ils ont eu le temps de travailler leur Oui, et jeu, de puis ils ont, pouvoir. puis Voilà, les ils ont absences. jamais eu des absences supérieures à 8 mois, 9 mois, 10 mois. Bon, là, généralement, c'est un semestre, c'est 6 mois. Bon, voilà, on pense à Wawrinka, on pense à Federer, Non, mais Nadal Nadal aussi, ils ont eu aussi, quelques blessures, mais il y a eu quand même une grande période où où ils ont bien eu sûr. des blessures beaucoup plus courtes qui leur, ils étaient certes obligés de Qui leur permettait s'arrêter, finalement de revenir mais de sans être trop récupérer peut-être perturbés, bien aussi, de sûr. retravailler. Voilà, lui, Del Potro, bah, c'est pour ça que la blessure pour un sportif de haut niveau, c'est quand même très compliqué parce que tu perds tout. Voilà, donc après, il te faut revenir. Déjà, il faut se réentraîner pour se remettre à niveau. Il faut d'abord attendre la blessure, se réentraîner, puis après, il faut retrouver les bons enchaînements, et ça prend du temps. Del Potro a réussi à le faire plusieurs fois. Mais voilà, voilà, effectivement, c'est un joueur, je trouve, c'est hyper dur de Qui le est classer, en fait. inclassable, inclassable. Parce qu'il a tellement eu de blessures que voilà, on peut pas c'était dur de le mettre avant, moi, je trouve. Bon, en tout cas, Donc, par rapport à son palmarès, effectivement, bah, on manque totalement d'objectivité, hein, parce que si on veut être vraiment factuel, bon, il a un titre ouais, en Grand ouais. Chelem, il a une finale, il a 3 demi, il a une finale du Masters quand même en 2009, il a un seul titre en Masters 1000 pour 3 finales. Bon, voilà, malgré tout, c'est vrai qu'on l'a mis 34e pour, bah, pour l'ensemble, pour le personnage, pour, pour comment il a été au moment où il a été à 100% sur le circuit. Une Coupe Davis aussi, une En Coupe Davis. 2016, tout à fait. Il est l'artisan Et on a numéro oublié, un de cette et on équipe. a oublié aussi les deux médailles au Et, JO, la et les médaille de JO. bronze en 2012 et la médaille d'argent en 2016. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Il y a Murray qui a eu 2 médailles aussi au JO, mais il n'y en a pas beaucoup des joueurs qui ont eu 2 médailles au JO. Voilà. On en a cité quelques-uns dans ce classement, mais ça reste quand même une performance d'être présent aux Jeux Olympiques. Voilà, le Del Potro. Bon, de toute façon, on en reparlera parce que tu ne l'as pas encore cité, donc on aura l'occasion je T'as l'espère, raison. de reparler de l'Argentin. Qui tu as mis en 34e, mon cher Eh Rod? ben, moi, j'ai mis un joueur autrichien, Thomas Muster. Voilà. Thomas Muster. Difficile à classer aussi, Ouais, difficile à l'Autrichien. classer parce que bah, finalement, en Grand Chelem, il a été peu performant. Un titre à Roland, une demi en Australie. Bon, je crois qu'il a une autre demi à Roland quand même. Oui, il a une demi à Roland. Euh, mais il a été numéro un quand même. 6 semaines. Tout à fait. Bon, voilà, il fait partie de ceux qui ont réussi à aller tout en haut. C'est quand même important. Mais surtout, moi, il y a 44 titres. Il a gagné 44 titres quand même, hein. Et puis, voilà, ça a été pendant un an. Il a été, on ne le savait pas, hein, à l'époque, ça a été le Rafael Nadal, hein, pendant un an, hein. Il a tout détruit sur son passage, hein, sur terre battue. Must Il était Terminator, on l'appelait. voilà, 40 il était victoires intouchable. consécutives. Mais ça n'a pas duré. Nadal, ça fait 20 ans que ça dure, Voilà. hein. Non, c'est vrai que pour Muster, ça a duré qu'une saison, c'était en Voilà. 1995, où effectivement, bah, il a enchaîné tout ce qu'il pouvait gagner sur terre battue. Alors, c'est vrai que c'était un joueur, pour le coup, assez monosurface, mais alors, monosurface parmi le top du top du top. Certains disent que c'est Ouais. le troisième meilleur joueur de l'histoire sur terre, derrière Nadal et derrière Villas. En tout cas, c'est le troisième joueur le plus titré sur terre battue. Bon, voilà, c'est vrai que moi, je t'avoue que je l'ai mis un peu plus haut. J'ai eu beaucoup de mal à classer d'ailleurs Thomas Muster par rapport à d'autres joueurs parce que je ne savais pas où je devais mettre le curseur du monosurface. Voilà. Moi, tu Mais vois, j'ai mis un petit bonus parce qu'il a gagné à Essen aussi, qui était à l'époque un Masters 1000. Voilà, SN, sur dur.
Ça, c'était important. Aussi, C'était moi, sur dur ou c'était sur moquette? Il me semble que c'était sur moquette, oui, sur mais moquette. c'était une Donc, surface rapide. Mmh. ça a montré que même si, évidemment, la terre battue restera sa surface de prédilection, bon, si les conditions lui convenaient, il pouvait s'adapter quand même à une Tout à autre fait, surface. tout à fait. Et puis, au début de sa carrière, il jouait bien sur dur, hein. Il fait une demi en Australie. Et En puis, il a ce terrible accident à Miami, hein, où une voiture qui recule, hein, lui écrase la jambe. On est en 89, juste avant la finale Voilà. d'ailleurs, hein. Et où il est. Tu Bah sais qui voilà, venait de battre juste avant ou pas? Est-ce que tu te rappelles? Qui venait de battre en demi-finale juste avant, cet accident? peut-être Noah. Ouais, bravo. Putain, quelle vive. C'est ça, non? Quelle vive. Ouais, c'est ça, c'est Noah. Ouais. Et bon, voilà, il y a ces images, hein. Moi, j'ai toujours ces images où il est assis sur le banc avec la jambe dans le plat et où il s'entraîne Il quand continue de même. s'entraîner assis sur, ouais, assis sur une Voilà. chaise sans pouvoir Ouais, parce bouger, que la Mustard, jambe dans le c'était un gars plâtre. qui s'entraînait toute la journée, quoi. Toute la journée. Voilà, il était tout le temps, soit à la salle de gym, soit sur le terrain. Voilà, c'était quand même un style de bûcheron, hein. Mais c'était un gars qui était, voilà, c'était le Nadal de l'époque. Il disait pas un mot, il se battait comme un rat. Du premier au dernier point, tu pouvais être sûr qu'il allait au bout et qu'à la fin, bah, il te serrait la main si tu l'avais battu et il te disait bravo. Voilà. Mais il donnait tout ce qu'il avait. Euh, Gaucher, euh, voilà, ça a quand même été pendant une petite période, mais ça a été quand même le leader incontesté et incontestable de la terre battue. Tout à fait. On en reparlera de Muster très bientôt. Moi, mon 33e, c'est pour ça que quand tu as dit autrichien, j'ai dit ta 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 ta. Bah, moi, c'est Dominic Thiem que j'ai mis 33e, juste devant Del Potro. Thiem, alors c'est vrai qu'au niveau du palmarès pur, peut-être que je l'ai un peu surcoté, que je l'ai mis un peu trop haut, qu'il aurait plutôt mérité d'être dans les 40-50, mais malgré tout, l'Autrichien, il a que 27 ans. Et je trouve que pour un joueur de 27 ans, il a déjà un palmarès plutôt fourni, avec déjà 17 titres et 11 finales. Un grand chelem remporté, alors pas sur sa meilleure surface, mais finalement qui pourrait devenir sa meilleure surface, vu comment il a performé depuis plus d'un an et demi sur dur, entre cette US Open 2020, cette finale à Melbourne en 2020, ce titre aussi en Masters 1000 à Indian Wells, ces deux finales du Masters. Finalement, Rod, est-ce que la meilleure surface de type, c'est pas le dur? Non, il est bon partout, hein. Il est bon partout, Voilà. voilà. Et s'il y a bien un gars qui peut gagner Roland Garros, je pense en 2021, bah, c'est lui. Voilà, Ça peut être lui. pour Deux moi, fois pour finaliste. moi, il est tellement proche, il a passé un cap. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on le voit, hein, depuis plus d'un an, bah, dans les grands chelems, bah, même quand il joue Djoko, même quand il joue Federer, même quand il joue Nadal, il est présent. Il est D'ailleurs, présent. son bilan face au Big Three en carrière, c'est 16 victoires pour 18 défaites. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui, sur un nombre de matchs aussi conséquent, sont tout proches d'être à 50% de victoire. Il ne doit pas y en avoir beaucoup, beaucoup. Ouais, et ça a été progressif, hein, chez lui. Tout à fait. Il est vraiment monté en Ouais, puissance depuis 2 ans. il est Et d'ailleurs, monté, et puis on il a ne sait même commencé pas à les si. accrocher. Parce que c'est une chose de les battre dans les Masters 1000 ou d'autres tournois, c'est une chose. Après, c'en est une autre de les battre en Grand Chelem, hein, les Nadal, Djokovic, Federer. Et lui, au début, bah, il n'a pas trop fait le poids. Et puis, si ça s'est resserré jusqu'à ce qu'il soit tout proche. Et puis qu'il arrive, comme ça a été le cas il y a un an à Melbourne, qu'il arrive, hein, en Grand Chelem à battre Nadal. Ah, il avait battu Djokovic l'année d'avant sur terre. Voilà, là, il gagne l'US Open. Bon, c'est un joueur qui est toute surface aussi, hein. Il a déjà gagné sur gazon et il a 2 finales de Masters qu'il aurait À peut-être pu gagner. Madrid, 2 finales à Voilà, Madrid. voilà. Non, mais au Masters, il aurait pu gagner deux Et deux fois. finales à Voilà, Masters une aussi perte à de, Londres, de, tout à fait. de, de matchs vraiment très, très serrés. Bon, c'est un joueur. Voilà. C'est une série en cours aussi pour Je Thiem. pense que si on se donne rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même port, je pense que Tim il sera beaucoup plus haut. Enfin, on l'espère pour lui. En tout cas, il n'y a pas de raison que ça ne poursuive pas. Mais normalement, il devrait au moins rajouter quelques grands chelems, plusieurs Masters Me. Enfin voilà, il n'a que 27 ans et son palmarès devrait rapidement grossir, sauf pépin physique, évidemment. Voilà pour mon 33e. Tu voulais Bah, le rajouter quelque mien, c'est Del chose? Potro. Le mien, c'est Ah, Del on a Potro. Voilà. très Et, bien. et franchement, T'as j'ai hésité? hésité, j'ai hésité entre Muster et Del Potro parce que je savais vraiment pas trop où le mettre, Del Potro. Voilà, que ce qu'on a dit, hein, moi, j'ai vraiment pris en compte
parce qu'il n'a pas eu un peu de blessure ou sur la fin de Oui, non, carrière non, ou un peu de blessure au dos ou non, ouais, machin. non. Il a vraiment eu des trucs, voilà, multiples opérations au poignet, le genou, enfin bon, des trucs voilà, vraiment embêtants. Donc, voilà pourquoi je l'ai mis là, parce que, encore une fois, parce que je reste persuadé que s'il avait joué, voilà, il aurait plusieurs grands chelems et on aurait peut-être parlé de Big Five. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Non, mais c'est vrai, c'est Sûrement, vrai. je pense vraiment sûrement que Parce que lui, ça pour le coup, aurait, Del ça aurait Potro, été il le cas. était aussi multi-surface. Hein. Il a vraiment. Ah Enfin, bah oui, il jouait partout. Hein. il jouait Il partout. jouait en indoor, gazon, terre, dur, partout. Ouais. Hein. Donc c'est vrai que on parle quand même d'un gros gâchis. Et encore une fois, c'est un gars qui a toujours travaillé pour revenir à niveau. Il n'a pas pu travailler vraiment pour progresser. Et ça, par rapport aux autres, bah, évidemment, ça l'a pénalisé. Et je rappelle aussi que quand il est revenu il y a 4 ans, là, il remonte quand même dans le top 10 en faisant que des revers coupés. Quoi. C'est vrai, c'est C'est-à-dire vrai qu'il qu'il faisait avait, quasi pas, il avait peur de à se cause blesser au de son poignet, c'est poignet, vrai. C'est vrai, il c'est faisait vrai. quasiment pas un revers à deux mains. Et il arrivait, il a réussi Il à était millième quand utiliser. il est revenu. Il est revenu dans Ouais, le top 10. il a réussi avec quand même une arme en moins à revenir dans le top 10. Donc Ouais. voilà, je trouve que c'était assez incroyable. Non, puis aussi sa personnalité, sa gentillesse. Voilà, c'est un joueur qui est aimé de tous. Je te laisse la main pour ton 32e, Alors, Rod. eh bien, mon 32e, c'est un Américain. Eh ouais, et qui aura gagné qu'un grand chelem. Roddick, tu l'as mis là? Non, Ah, non, c'est un autre Américain. D'ailleurs, il va gagner. C'est le plus jeune vainqueur de grand chelem, c'est Chang. Chang. Ah oui, Voilà, ok. que j'ai mis là. Chang qui va gagner, qui est le plus jeune vainqueur de grand chelem. Hein, il a 17 ans et des brouettes quand il gagne Roland Garros en 89. À la surprise générale et de quelle manière aussi hein, il va gagner ce tournoi-là. Donc évidemment, à l'époque, hein, on lui prédit une carrière formidable à place de numéro 1 et tutti quanti, tout ce qui va avec. Mais il va jouer à une époque où il sera barré à chaque fois par Agassi, par Sampras, par Courir. Même s'il va réussir évidemment, hein, à les battre, hein, parce que Chang, hein, c'est 3 finales de Grand Chelem. Il refera une finale à Roland Garros. Tout à fait. 4 demi-finales aussi. 80. Je suis un peu étonné Ouais. que tu l'aies mis si haut. Je réfléchis. Bon. Ouais, alors le négatif pour moi, c'est que pour un joueur de ce niveau-là, sur gazon, il n'a jamais réussi à jouer. Hein. Voilà, il n'a Ok. pas dépassé les huitièmes. Ça, c'était pour moi assez négatif. Voilà, après, c'est 34 titres. Hein, 7 titres en Masters 1000 quand même. Ouais, il a fait partie pendant 7-8 ans du top 10 mondial. Voilà. Ouais. Mais voilà, c'est un joueur aussi de ma génération. Encore une fois, bon, ça fait à chaque fois que je dis ça, mais oui, j'ai joué Mais t'es intergénérationnel, Rod. plusieurs fois. T'as deux vies. Non, mais en fait, c'est le fait qu'il ait gagné si jeune et que derrière, finalement, il regagnera plus jamais de tournoi du Grand Chelem. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, il sera battu souvent par Sampras Agassi, mais il sera battu aussi par Becker, il sera battu par Courir, enfin par Edberg, par des joueurs comme ça, et sans finalement, il aura fait beaucoup de seconde place. Ouais, et pour toi, il lui manque un deuxième grand titre. Par exemple, on peut penser à cette finale au Masters qui perd en 95. Il lui manquait Ouais, un deuxième grand titre pour que je le mette plus haut, pour que tu voilà. le mettes plus haut. C'est Ok. ça, c'est ça. Très bien, Michael Chang. C'est bon pour toi, je peux enchaîner? Allez, vas-y. Alors, mon 32e. Mon Oh, oh, oh. 32e. Je tourne la page. Je dois avouer que depuis le début, Rod, tu es quand même particulièrement fort. J'ai quand même l'impression d'avoir des mots plus difficiles que les tiens et pourtant tu les trouves toujours très rapidement. Alors on va voir. On va voir si aujourd'hui, alors que j'ai essayé de corser un peu le tirage au sort, on va voir si tu es très inspiré. Mon premier mot, c'est politique. Je suis pas sûr qu'il fasse ou qu'il ait fait de la politique. J'en vois deux, mais ça me paraît très haut que tu l'aies mis là. Donc, je vais dire Kodesh. Non. Tatouage.
Ah, Safin. Ouais. Et en troisième, c'était Tsar, Marat Safin. Bon, il a 2 titres en Grand Chelem, l'US Open en 2000, Melbourne en 2005, numéro 1 mondial en 2000, mais il n'a finalement que 15 titres en carrière. Il a aussi une demi-finale à Roland et à Wimbledon, évidemment un joueur complet, multi-surface, 5 titres en Masters 1000, pas de titre au Masters, demi-finale, mais pas de titre au Masters. Bon, voilà, c'est vrai que Safin, évidemment un très grand joueur des années 2000, mais au final, bon, je reste un peu sur ma faim par rapport à son potentiel. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Je ne sais pas où tu l'as mis, si tu l'as mis plutôt 20e ou si tu l'as mis pas loin de 32e. Voilà. Alors, Safin, pourquoi politique? Je reviens parce qu'il a été élu député dans son après-carrière. Voilà. Pourquoi tatouage? Parce qu'évidemment, tatoué de partout. Voilà. Marat Safin, c'est vrai que très grand joueur, évidemment, qui aurait peut-être pu. Il y a ces 2 finales aussi perdues en Australie, voilà, qui aurait, à mon avis, voilà, je reste un peu sur ma faim par rapport à lui. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis un peu comme toi avec Chang, si tu veux. Je pense il y Ouais. avait la place pour qu'il gagne, allez, 1 ou 2 grands chelems de plus, et que je sais pas ce que tu en Moi, ce penses. que je trouve incroyable, tu veux que je te dise, c'est qu'il n'ait pas gagné Roland Garros. Parce que c'était un super joueur de terre et Il fait même pas de finale à Roland, hein. il va pas réussir à gagner le tournoi. Voilà. Mm. Paradoxalement, il va gagner, je crois qu'il a gagné 3 fois Paris, Bercy. Tu vois, mais ouais, super joueur. Super joueur. Moi, ce qui me reste de Safin, c'est je vais au Portugal faire un challenger et on est avec un autre joueur qui était tête de série 1 à l'époque, s'appelait Gérard Solves. C'était lui la tête de série 1 de ce tournoi. Et il dit, oh, je joue un qualifié, là, un russe, Safin, bon, 350e. On se dit, bof, c'est une formalité tout ça. Et puis, bah, il s'avère qu'il se fait battre. Et puis bon, moi, je regarde Safin jouer, donc que personne connaît, hein, évidemment. Et je me dis, ah bah tiens, c'est marrant ça. Parce que quand même, lui, bon, il est Il est pas russe, mal. mais Il est pas mal. il est quand même capable. Il joue un peu aussi comme un Espagnol, quoi. C'est-à-dire qu'en plus, il a le service, parce qu'il déboulait déjà au service, mais il mettait quand même des bons coups droits liftés, il se décalait, tout ça. Et puis, bon, quelques jours après, bah, il s'était tout simplement, il avait fait qualifier vainqueur, quoi. Et 6 mois après, il était en 8e à Roland. Ouais, on s'était dit à l'époque, c'est vraiment, on s'était dit avec les joueurs français qui étaient là, on s'était dit, lui, on va le retrouver parce qu'il va faire mal, hein. Parce Non, on l'a qu'il retrouvé, était, hein. d'ailleurs, il est resté toujours comme ça, à la fois décontracté, il parlait sur le court, et puis il servait 2 fois à 220, il envoyait des coups droits, des revers, il faisait un peu des fautes, puis voilà, il s'énervait, il parlait tout seul dans sa barbe, mais bon, il jouait sacrément bien au tennis. Voilà, donc, puis c'est un gars, voilà, ça a été, voilà, la suite de Chesnokov d'abord, puis de Kafelnikov. Tout à fait. Safin est arrivé, voilà. Mais c'est vrai qu'on reste, je partage cet avis, on reste un petit peu sur notre fin. Voilà, c'est vraiment, il y a des gars, on se dit, bon, ils ont été au bout du bout. Oui, on se dit, lui, il Lui, était au on a max. vraiment le Ouais. sentiment Il n'était qu'il pas aurait vraiment au max. vraiment Ouais. pu étoffer son palmarès. Je te laisse la main pour ton 31e et dernier nom du jour. Et ben moi, mon 31e, c'est un Australien, c'est Patrick Rafter. Voilà, que j'ai mis là. Il a été numéro 1 mondial, mais celui qui est resté le moins de temps à cette place, puisqu'il a fait qu'une semaine, Pat Rafter. En 99. Voilà, c'est un joueur qui va faire 4 finales de Grand Chelem, qui va en gagner 2. Il va faire un doublé à l'US Open. Et puis, il fera 2 finales à Wimbledon. Mais il sera aussi en demi en Australie et en demi à Roland Garros. Ouais, multi-surface voilà. aussi. Hein. Même si sur terre, il jouera quand même moins bien que sur les autres surfaces, en pratiquant un jeu d'attaque, hein, en faisant beaucoup service volé. Je crois qu'il ira en finale à Rome aussi, peut-être, non? C'est à Rome, je crois, qu'il va en finale. Je vais regarder. En Masters 1000 sur terre. Voilà, c'est un joueur aussi qui gagne un grand chelem en double en Australie avec Björkman. À Rome, il fait finale contre Kuerten en 99, oui. Voilà, c'est contre Kuerten, c'est ça. Hein. Voilà, donc super joueur. Hein. Pour moi, c'était ce que j'ai apprécié chez lui, c'est que sur le court, c'était un guerrier. Voilà, un gars qui se livrait à 1000%, mais qui est resté fair play
qui restait fair play en permanence. Jamais il incitait l'arbitre, jamais de tricherie, jamais essayé de truquer un match. On rentre sur le terrain, du premier au dernier point, on y va à fond, on pratique un tennis d'attaque, on se bat, on essaye de ramener des volets, on prend de la place, et puis le match est fini et on redescend et on est humble et puis la vie continue. C'est un gars que j'ai joué dans un tournoi français. Il avait 16 ans. Parce que pendant 2 années, il est venu en France faire des tournois, ce qu'on appelle un peu des tournois de plage, des petits tournois. Et il tournait comme ça pendant un mois à faire des tournois. Il restait chez l'habitant. Et c'est un gars qui est resté en contact avec les gens chez qui il dormait, même après, quand il est devenu très fort. Et bizarrement, je ne l'ai jamais rejoué sur le circuit. Mais lui, à chaque fois qu'on se voyait, il me disait toujours hey, tu te rappelles quand on a joué à Bordeaux, là, ce petit tournoi, tout ça C'est marrant. Voilà, il se rappelait de tout ça. C'était des bons souvenirs. C'était des bons souvenirs pour lui. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était presque incroyable. Il avait 16 ans, il venait quand même tout seul. Il venait en France tout seul, jouer des tournois pendant un mois. Il se débrouillait en allant chez l'habitant. Voilà, je trouvais ça assez incroyable. Et puis, ce jeu d'attaquant. Voilà. Comment faire pour prendre de la place au filet. Quoi. Voilà. Et il aura signé, évidemment, des très, très belles victoires. Si tu regardes son palmarès, c'est des très, très belles victoires, Rafter. Tout à fait. On en reparlera puisque je ne l'ai pas mis en 31e. Je l'ai mis dans mon top 30, Patrick Rafter. Donc, on en reparlera lors de la prochaine émission. On va finir avec mon 31e, qui est un joueur que tu as cité aujourd'hui, qui est Thomas Muster. Je n'ai pas beaucoup de choses à rajouter, à part que moi, je l'ai mis devant Thiem parce que j'ai considéré, pour le moment, mais c'est vraiment la photo du moment, qu'il a été capable de dominer la terre battue comme peu de joueurs ont pu le faire dans l'histoire de l'Air Open, avec, comme tu l'as dit, ses 44 titres en carrière. Voilà. Il faut noter, tu en parlais tout à l'heure de Chang qui n'était pas bon sur gazon. Voilà, dans la colonne négative pour Muster, ça c'est vrai. C'est pareil. Hein. Il y avait ses 0 victoires à Wimbledon en carrière. 0 victoire à Wimbledon en carrière. Bon, voilà, il n'a même pas été capable de gagner un seul match. C'est le malus pour lui, ça. C'est le malus qui fait qu'il est en dehors de mon top 30. Sinon, comme tu l'as bien dit, pas seulement bon sur terre, puisqu'il a de belles perfs sur dur avec cette demi-finale en 89 à ses débuts à Melbourne, mais il a récidivé en 97 aussi, donc 2 demi-finales à Melbourne. Et puis il est aussi capable de battre Sampras, qui était numéro 1 mondial à l'époque, à Indian Wells en 98, même si on sait que Indian Wells est l'un des tournois sur dur les plus lents, peut-être déjà à l'époque, en raison de ses conditions de jeu dans le désert, du sable, etc. Voilà, qui fait que Indian Wells est l'un des tournois sur dur en extérieur les plus lents et qui favorise plutôt les tu terriens sais, moi, et les joueurs ce de fond qui de cours. aussi pour un Muster, c'est il n'y a pas de Coupe Davis. Aussi, c'est vrai. Ouais, mais il y a ces 8 Masters 1000. Il y a ces 8 Masters 1000, ce triplé si à tu veux, Monte-Carlo et à Rome, même, qui sont 2 tournois très durs à gagner quand même. Hein. Et il les a gagnés les deux 3 fois. Quand même, tu vois, tu as des joueurs, souvent, c'est arrivé, qui ont été vraiment des leaders incontestables dans leur équipe, qui ont réussi, qui ont réussi à porter. Tu vois, Silic l'a fait, Del Potro l'a fait, il y en a d'autres qui ont porté une équipe pour aller jusqu'au bout. Et Muster, aussi fort qu'il était, il n'a jamais réussi à faire ça. Parce qu'il n'a non plus jamais réussi à s'entendre avec les 2 autres joueurs qui étaient à l'époque, qui étaient Horskov et Alex Antonich. Voilà, c'était quand même des ennemis bien il n'avait pas non plus des gros cadors à côté. Ouais, mais Horskov faisait quand même un numéro 2 qui était tout à fait valable. Oui. Avec un gars qui a été entre 25 et 40. Bon, comme numéro 2, quand tu as un Muster devant, ça a quand même de l'allure. Mais ils n'ont jamais été capables de s'entendre pour aller au bout. Tout à fait. Et puis pour finir, puisque tu en parlais lors de la dernière émission, de Carlos Costa et de Albert Costa, il faut savoir qu'en 95, lorsque Muster remporte Roland-Garros, il a joué les 2 Costa. Il a joué Carlos et il a joué Albert Costa. Voilà, c'était pour rebondir sur l'anecdote dont tu avais parlé la semaine dernière. Voilà, mon Rod, pour cette nouvelle émission qui se termine. On a rajouté il y avait des beaux noms, hein, mais avait... c'est la première fois qu'on en a autant à la même place. Ouais, c'est vrai que là, on en a eu beaucoup. On a eu Noah, on a eu
Ivanisevic, Stitch, on en a eu 3. Et Ferrero. Et Ferrero en 39, exact. 4, j'avoue. Voilà. Mais bon, je note quand même que j'ai cité des noms aujourd'hui que tu n'as pas encore cités, donc ça veut dire que tu les as mis dans ton top 30. Voilà, donc on verra où tu les as mis. Bon, je pense à Safin, je pense à Tim, notamment. Voilà. Oui, tu te doutes bien qu'ils vont pas tarder à arriver. Hein. Ils vont pas tarder. Bah, j'espère, on verra. Mais c'est vrai que parce que voilà. Sinon, où est-ce que je vais mettre tu vas mettre les autres. Certains, je vais pas les mettre 25e quand même. Hein. Mais il y a encore des joueurs où c'est quand même vraiment compliqué. Oui, il y a des joueurs compliqués à classer. Si je peux me permettre d'en citer un, il y a un gars pour moi qui est très compliqué, c'est Rod Laver. Voilà, parce qu'il est à cheval sur les deux, mais tu peux pas quand même occulter ce qu'il a fait quand même avant. Enfin, j'espère que tu ne vas pas le citer trop vite quand même. Hein, non, mais tu comprends que c'est pas si facile. Si on s'en tient vraiment qu'à l'Air Open, évidemment, il va être bien plus haut que si tu prends en considération, qu'il a eu des performances avant, et surtout, c'est que pendant 7 ans, il n'a pas trop joué. Hein. C'est vrai que professionnel. Hein. C'est vrai qu'il en aurait eu combien de grands chelems? Combien il aurait eu de grands chelems si tu vois? On en reparlera de Rod Laver évidemment, mais il y a je ne sais plus combien de tournois du Grand Chelem il n'a pas pu participer. Ça se compte en dizaines, hein, donc c'est vrai que c'est compliqué forcément pour faire une carrière lorsque le règlement nous empêche de pratiquer un sport. Il faudra faire des choix, mon cher Greg. Il faudra faire des choix. En tout cas, le top 30 qui se dresse devant nous pour les 3 prochaines émissions. D'ailleurs, on en fera 4 puisqu'on fera du 21 à 30, on fera de 11 à 20 et puis on fera de 4 à 10 pour finir ensuite sur le top 3. Voilà, j'avais envie d'isoler le top 3 qui sera une émission à part entière. Voilà, merci à tous de nous suivre. N'hésitez pas, encore une fois, à commenter, à nous interroger sur pourquoi on a mis tel joueur à telle place, etc. Ouais, ou à nous dire que vous n'êtes pas d'accord avec nous. Ou à nous dire vous êtes d'accord, pas d'accord, à nous envoyer top 100. Non, mais évidemment, il y a de la... On n'est pas toujours forcément objectif, il y a de la subjectivité dans tout ça. Hein. On a des affinités avec certains, on a des sensations avec certains joueurs et moins avec d'autres. Voilà, donc si vous n'êtes pas d'accord, dites-le nous. Il n'y a pas de raison. Je ne suis pas d'accord, Rod. Allez, merci à tous de m'avoir suivi et rendez-vous très vite pour de la 21e à la 30e place. Ciao, ciao. Bye. Ciao.